Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic, directeur délégué de La Tribune. Face à vous, Patrick Bertrand. Bonjour Patrick. Bonjour. Directeur général des opérations d'Allnest. Et Denis Père. Bonjour Denis. Oui, bonjour. Président de Nature et People First. Bienvenue à tous les trois. Et on commence tout de suite avec ce sujet. Budget, les patrons ont-ils assez donné de la voix ? On a beaucoup de représentants du gouvernement qui nous expliquent qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts dans ce budget. Bon, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on a surtout un transfert de ce qui devait être partagé entre les ménages et les entreprises à tout sur les entreprises. On est quand même à une bonne quinzaine de milliards d'impôts entre la surtaxe d'IEX, la taxe sur les médicaments, la CVAE qui n'a pas été supprimée. Denis, allez, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on a assez entendu la voix patronale dans ce débat ? Je crois qu'on l'a bien entendu, et on a échappé au pire quand même. On a échappé à la taxe Zuckman, on a échappé à un certain nombre d'horreurs qui auraient été bien pires. On a entendu un front patronal aussi. Je vous rappelle qu'il y a eu un front commun à un moment donné. Il y a eu une petite fausse note à un moment donné avec l'UDP qui s'est désolidarisé au moment de la taxe Zuckman. Mais le reste du temps, les patrons, toutes les organisations patronales, représentant toutes les entreprises de toute taille, Croissance Plus que je connais bien, que j'ai fondé, mais aussi le METI, l'UDP, la CPME, le MEDEF, etc., ont co-signé des courriers en disant c'est n'importe quoi, ça va pas. Mais pourquoi est-ce que le message ne passe pas ? Pour une raison très simple. Et c'est pas nouveau. C'est que taxer les entreprises, c'est ce qu'il y a de plus facile politiquement. Elles ne votent pas. Les entreprises ne votent pas. Elles s'en vont, elles votent avec leurs pieds, mais elles ne votent pas. Alors je pense que politiquement, ça reste quand même risqué parce que les chefs d'entreprise ont quand même la cote en France aujourd'hui, beaucoup plus qu'à une certaine époque. La Tribune a fait une enquête, je crois, le week-end dernier. Un sondage la semaine dernière, effectivement. La semaine dernière qui montre que les patrons ont vraiment la cote, que près de 60%, 58%, je crois, des Français voudraient voir un patron même accéder à l'Élysée. Donc je ne suis pas sûr que cette stratégie qui consiste à toujours faire payer les entreprises paye même politiquement, mais c'est néanmoins ce qui a été fait parce que c'est ce qu'on fait depuis toujours. Je partage ce que vient de dire Denis. Je crois que les entreprises ont fait entendre leur voix en exprimant le fait qu'elles en avaient marre, et je pense notamment aux TPE, PME, elles en avaient marre d'être des variables d'ajustement. Alors, variables d'ajustement sur le plan financier, fiscal, c'est pas anodin que le processus budgétaire français soit d'abord on vote les dépenses et puis après formidable, on va aller taxer les entreprises. Si on avait ça dans nos entreprises, ce serait formidable. On regarde les charges et puis après on sait que de toute façon on trouvera qui taxer. Et variable d'ajustement. Enfin c'est l'inverse, Patrick. Pardon de vous corriger, mais on vote d'abord les recettes et puis ensuite on vote les dépenses. Mais voilà, on trouve une martingale budgétaire pour assurer les recettes. Et la deuxième chose, variable d'ajustement sur le plan administratif. C'est-à-dire que globalement, ce sont les entreprises qui sont les victimes du trop-plein administratif et donc elles font une partie, elles sont une variable d'ajustement parce qu'elles sont amenées à traiter en permanence les conséquences très néfastes de la suradministration. Je discutais hier avec un entrepreneur complètement fou sur un sujet, donc il est sur un sujet important, il a besoin de travailler avec une administration, l'administration lui demande un papier qui doit être fourni par une autre administration. C'est lui la variable d'ajustement. Donc voilà le sujet de fond et celui-là. Et le deuxième point, juste pour terminer, c'est de dire qu'au fond, les impôts, la taxation, c'est un sujet, mais le sujet de l'instabilité et de l'absence de prévisibilité est plutôt le sujet majeur. C'est-à-dire que le problème du taux d'impôt est une question majeure en France, mais le sujet de l'instabilité permanente et du non-respect par le pouvoir politique de ses promesses, de la parole donnée, la surtaxe d'IS, la réduction des impôts de production n'existe pas. Vous faites quoi quand vous êtes un petit entrepreneur dans ce contexte-là ? Oui, mais pardon, est-ce que le rôle du patronat n'est pas de mettre la pression sur les pouvoirs publics davantage que peut-être simplement écrire une lettre ou quand même Ludovic de Sauté, on ressort quand même avec un monde de l'entreprise qui est le seul sanctionné fiscalement. Il y a une dizaine de jours, Patrick Martin a aussi, le MEDEF a laissé circuler notamment sur l'emploi des jeunes, des hypothèses de travail, on va dire. C'est-à-dire, ça, on sort de l'inertie et du moment sur lequel, notamment le MEDEF, je
suis pas totalement d'accord avec Denis. Il y a les mollo quand même, parce que le fait d'avoir un budget était prioritaire au fait d'ouvrir certains débats. Oui. Maintenant qu'on a un budget... Mieux valait un budget que pas de budget du tout. On n'a pas totalement un budget. On va attendre, ça a un peu changé. On va attendre le Conseil constitutionnel. Pour l'instant, la France n'a toujours pas de budget officiellement. Il faut le noter et on verra ce qui va arriver de façon précise dans les jours qui viennent. Mais pour autant, ça y est, le MEDEF reprend la parole là, de façon assez cadencée. Il y a eu l'emploi des jeunes. Là, il y a la prise de parole. Et dans cette prise de parole, moi, ce qui me marque, c'est le pessimisme dont fait état Patrick Martin. C'est-à-dire, en gros, le budget 2026, on l'a commenté très largement sur ce plateau, a été une hérésie complète. On va pas se mentir. Oui, c'est une catastrophe. Et Patrick Martin acte le fait que le prochain risque d'être encore pire, oui. Avec la présidentielle qui arrive derrière, avec des enjeux, enfin, un budget qui va énormément potentiellement se politiser. Donc ça, c'est le premier acte que fait Patrick Martin en prenant la parole au début du week-end. Et puis le deuxième acte, faut y revenir parce que c'est une idée aussi qui avait été lancée, on va dire, l'été dernier et qui n'a pas tellement eu d'écho, mais qui est une idée assez importante, c'est l'idée de l'effacement parallèle. C'est-à-dire de se dire, et si on changeait un peu le logiciel sur la fiscalité des entreprises, en gros, se dire, si on levait un petit peu tout ce qui est aide pour s'y retrouver fiscalement, c'est un grand débat dans lequel d'ailleurs Patrick Martin dit, je suis pas certain qu'aujourd'hui il y ait la capacité à ce que le monde politique s'entende sur un tel débat. Ce double effacement, c'est une baisse d'impôts en échange d'une baisse des aides aux entreprises, effectivement. Denis Père. Ça, pourquoi pas, mais c'est un peu le jeu de Bonneto. L'éléphant dans la pièce, ça reste quand même le niveau de la dépense publique et sa progression, avec un président de la Cour des comptes qui dit que la dépense publique est hors de contrôle. Le président de la Cour des comptes lui-même dit que la dépense publique est hors de contrôle. Il est dans son rôle, en disant ça. Il n'a pas toujours été. Mais bon, là, il l'a dit souvent. Voilà. Il l'a dit souvent, mais ça ne sert à rien. Et donc, il n'y a pas le début du commencement d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait pour maîtriser cette dépense publique. Il y a quelques initiatives, mais complètement éparses et individuelles. Vous avez le président de France Travail, directeur général de France Travail, Thibault Gulli, qui tente des choses de son côté, mais qui est vraiment tout seul, et c'est pas facile. Il n'y a pas de réflexion de fond sur comment on fait pour faire toujours plus, faire toujours moins avec plus. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas le rôle du patronat de poser ce débat, comme on le fait ici d'ailleurs, dans l'opinion publique? Alors, on a l'impression de ne pas les avoir beaucoup entendus. On taxe avant de réformer, et c'est le problème, Patrick Bertrand, même pour les personnes physiques, de consentement à l'impôt. On peut consentir à l'impôt si on sait que ça va servir à investir, à développer le pays, et non pas rentrer dans le tonneau des Danaïdes de dépenses publiques qui sont hors de contrôle et qui, selon de très nombreux rapports, ont montré leur inefficience. Le sujet de fond, il est là. Alors, on commence à voir apparaître quelques tentatives futures de simplification, mais le sujet est là. On taxe avant de réformer. On va y revenir sur la simplification. Faisons un deal. Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Why not sur les recettes versus les dépenses. Un point quand même par rapport à ce qui vient d'être dit, n'oublions pas quand même que on est dans un contexte extrêmement contraint et que on subit. Les dirigeants d'entreprise subissent, donc c'est compliqué de dire si il y a eu une augmentation des taxes sur les entreprises, c'est parce que les patrons, les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs se sont pas assez exprimés. Je veux dire, j'aimerais bien que le simple fait que nous nous exprimions, et Dieu sait si la parole s'est libérée depuis quelques mois, permettrait à la classe politique de dire effectivement il faut qu'on gère ce sujet. J'aimerais bien, mais nous subissons. Est-ce qu'on a un paysage d'organisation patronale qui ressort éclaté de cette séquence budgétaire? On entre dans la campagne présidentielle. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le MEDEF va recevoir les partis politiques. Il commence aujourd'hui avec Olivier Faure du Parti socialiste. La campagne présidentielle s'ouvre. Est-ce qu'on va réussir à parler d'une seule voix au niveau patronal? On a vu un paysage assez éclaté entre le MEDEF, la CPME, l'UDP, Jean-Luc Mélenchon qui essayait de mettre un coin entre les petits patrons et les grandes entreprises, la lutte des classes intra-patronales. Est-ce qu'il y a un risque là avant la présidentielle, Ludovic de Sauté? Il y a un risque évident parce que Denis le mentionnait tout à l'heure, il y a eu quand même des périodes de désaccord ces derniers mois, on va dire, entre d'un côté les grands comptes, les grandes entreprises et le tissu TPE, PME, on va dire politiquement. Il y en a qui les premières se projettent dans une logique très internationale et sont des multinationales et elles ont le monde à gérer qu'on connaît depuis maintenant un an avec l'arrivée de Donald Trump, la Chine et autres. D'autres sont beaucoup plus ancrés localement et connaissent, je veux dire, l'économie
l'économie nationale, avec, on sait, des tensions et, et une progression, on va pas se mentir quand même, de l'électorat d'extrême droite dans cette population TPE, PME. Après, moi, dans les propos de Patrick Martin, puisque votre question est politique, il y a quelque chose aussi qui est pas anodin dans ses commentaires, c'est le fait que, en gros, il taille un costard à Macron sur le deuxième quinquennat, hein, Patrick Martin. Il dit que ce deuxième quinquennat, honnêtement, le bilan pour les entreprises est nul. La seule reconnaissance qu'a Patrick Martin sur la politique d'Emmanuel Macron, elle se situe au plan européen international en disant que Emmanuel Macron avait de l'avance sur ses idées, que ce soit sur l'OTAN, sur les enjeux de souveraineté et autres, qu'elle se confirme. Sur le terrain national, là, le MEDEF acte quand même le fait d'un divorce avec la Macronie. Et c'est fortement exprimé de la part de Patrick Martin. Ah oui, c'était le quinquennat des renoncements, effectivement. Est-ce qu'on peut parler d'une seule voix au sein du patronat quand vous avez des entreprises aussi grandes que du CAC 40 à la TPE? On l'a pu, enfin, ça s'est produit récemment, mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est de voir cette fracture qu'a créée Jean-Luc Mélenchon en particulier au niveau des TPE, PME, qui sont, dont certaines, hein, pas toutes évidemment, mais écoutent son discours qui est farouchement anticapitaliste, enfin qui, pour ces gens-là, devrait être terriblement effrayant, quoi, hein, et des gens qui payent, des indépendants qui payent déjà des taxes absolument considérables, des charges sociales considérables, qui sont les dindons de la farce du système, qui ne sont pas armés pour faire face à la suradministration et qui, malgré tout, sont prêts à voter Mélenchon. Enfin, c'est une aberration, mais c'est comme ça. Après, moi, je suis d'un naturel optimiste, comme tout entrepreneur. Moi, je me dis qu'il y a peut-être moyen aussi de trouver un consensus, même y compris avec les syndicats sur la réforme de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les premières victimes de la suradministration, c'est les fonctionnaires eux-mêmes qui doivent remplir des CERFA, des formulaires en tout genre, des infirmiers et infirmières qui passent plus de temps, certaines fois, à remplir des formulaires plutôt qu'à s'occuper de leurs patients, sans parler des médecins. Donc aujourd'hui, les premières victimes de la suradministration, ce sont les fonctionnaires eux-mêmes. Et ils le disent, et ils se rebellent. Il y a des enquêtes qui montrent que ça n'a plus de sens, qu'ils n'en peuvent plus. Et quand on parle à des syndicalistes qui m'est arrivé récemment de ces sujets-là, ils entendent ça, effectivement. Donc moi, je pense qu'il pourrait y avoir un consensus entre, effectivement, le patronat et les syndicats sur l'ouverture d'un véritable chantier pour faire plus avec moins. Et que ce serait entendu par les deux parties. Avec le risque aussi, le discours vis-à-vis des syndicats qui consistait à attendez, si on fait rien sur ces sujets-là, on va se prendre le mur. Le mur, ça va être un scénario à la grecque, à un moment donné, où on va baisser les salaires des fonctionnaires de 10%, les retraites de 20%, etc. Donc il y a aussi peut-être un début de réalisme à avoir de la part des parties prenantes pour parler de ces sujets-là. En tout cas, l'élection présidentielle est évidemment un grand moment pour discuter de tous ces points. Patrick Bertrand, vous avez été vous-même un membre actif des instances du MEDEF. Est-ce que vous trouvez le paysage actuel plus éclaté qu'auparavant ? Il représente la diversité des tailles d'entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a un paysage avec différentes organisations qu'a évoqué Denis. Mais sur le fond, moi je reste très optimiste. Pourquoi ? Parce que les points communs, contrairement à ce qui se passe au niveau politique, les points communs, ils sont évidents. On l'a dit, moins d'impôts, moins de charges sociales, possibilité de recruter plus facilement, moins d'administratifs, moins de contraintes réglementaires qui polluent la dynamique d'une entreprise. Donc, à un moment donné, c'est rassurant de se dire qu'au bout du compte, il y a possibilité, entre guillemets, d'unité. Je ne parle pas du positionnement politique par rapport à un parti politique. Oui. Donc, on est vraiment un des rares pan de la société où il y a des points communs qui sont incontestables. On va après à la marge, on peut discuter de oui, il faut plutôt jouer sur la fiscalité que jouer sur les charges sociales. Donc ça c'est le point majeur. Et puis le deuxième point, allons-y. On s'est trop longtemps tu ou en tout cas avec des prises de parole raisonnées et institutionnelles. Donc on voit l'émergence d'un certain nombre de dirigeants d'entreprise, notamment Trop c'est trop, d'autres. Oui, il y a des mouvements, ça vit, hein, quand même. Hervé Novelli qui sera sur le plateau cette semaine. La parole est là. Effectivement, fait vivre tout ça. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, et merci du sondage qui a été fait la semaine dernière. C'est assez remarquable de constater que le point de stabilité aujourd'hui pour les Français, le point de stabilité de la société, ce sont les entreprises. Et sondage d'hier, je crois, dans les Échos, tiens, pas anodin, autre point de stabilité et confiance, les maires. Et quels sont les points communs entre un dirigeant, entrepreneur et les maires ?
pardonnez-moi l'expression un peu triviale, les pieds dans la glaise. Ils sont sur le terrain. Et les mains dans le cambouis. Ils sont sur le terrain et ils ne discutent pas de philosophie politique. Ils sont d'abord sur le terrain. Du pragmatisme. Il y a un point intéressant dans ce que mentionne Patrick, parce que je pense qu'aussi c'est le côté audible des propos du MEDEF, qui était relativement inaudible. Ça nous sépare avec Denis, mais sur la période octobre-novembre, on va dire, mais c'était compliqué pour tout le monde d'être audible à cette période-là. Honnêtement, le MEDEF n'était pas plus handicapé qu'un autre. En revanche, ce qui est certain aussi, c'est l'état de résilience de l'économie française et par extension un peu européenne, qui est un point sur lequel peuvent s'arc-bouter aujourd'hui les patrons. Parce que c'est une réalité, c'est-à-dire pendant que l'État patine, que l'État l'économie elle n'arrive pas avance à faire un budget ou enfin on va dire un budget qui ne ressemble pas à un budget, n'arrive pas à donner des impulsions, n'arrive pas à donner des coups de frein sur les dépenses, les entreprises elles montrent qu'elles ont une capacité d'épouser le monde, et Dieu sait s'il est en train de changer un nouveau monde. Elles n'ont pas le choix. Oui, mais c'est la force aussi. Elles doivent s'adapter. C'est en ça aussi, Denis le mentionnait tout à l'heure sur le sondage qu'on a fait, pourquoi la figure, on va dire, du patron est en train de s'installer. C'est parce que dans la période que l'on traverse collectivement, au niveau national, mais même au niveau européen, curieusement, aujourd'hui, les entrepreneurs, les entreprises font preuve d'une résilience et d'une capacité à continuer à avancer, là où le politique patine, là où Bruxelles est en train de s'embourber. Honnêtement, et ça, merci à eux d'exister, et merci à eux, finalement, de continuer à donner une ligne de fuite, quelque part, une dynamique que les électeurs sont en train d'appeler de leur vœu. C'est très intéressant, et en creux, d'ailleurs, on peut s'attrister, donc on est très content parce que enfin la vie réelle prend plus de poids dans la confiance des Français, mais une forme de tristesse pour la démocratie de constater, je crois dans votre sondage, que les politiques ont 23% des Français font confiance à la classe politique pour faire avancer le pays. Et ça aussi, c'est un sujet, mais prenons ce qu'il y a de positif, avançons, et on pourra aller de l'avant, j'en suis convaincu. Mais lui-même, le Premier ministre, tente d'avancer. Le Premier ministre, qui lui a plutôt réussi son pari, puisque il voulait sauver sa tête et avoir un budget. Il a eu les deux. Sébastien Lecornu, il a réussi à traverser la tempête budgétaire. Il est toujours là et il annonce donc la suite du programme. C'était dans une interview à la presse quotidienne régionale ce week-end, en 3 points. Donc signature enfin aux présentations des décrets sur la PPE. Vous savez, la politique pluriannuelle de l'énergie qui dictera combien de centrales nucléaires, combien d'éoliennes en mer, de parts d'énergie solaire. Il annonce un ajustement gouvernemental avant le 22 février, une loi d'urgence pour l'agriculture sans la loi du plomb et un projet de loi de décentralisation avec notamment une 50aine de mesures pour simplifier et dire dans le millefeuille administratif qui est responsable de quoi pour sortir un peu de ce règne de l'irresponsabilité. Énergie, agriculture, défense. Est-ce que ça vous va comme programme, Denis Père ? Alors, moi, je vais réagir sur l'énergie, qui est un domaine que je connais quand même relativement bien, parce que c'est mon domaine aujourd'hui. Moi, je développe des solutions de stockage d'énergie. D'ailleurs, je le dis pour qu'on comprenne. On peut considérer que j'ai un conflit d'intérêts, mais je l'assume. Moi, je développe des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage. C'est une vieille technologie qui a 100 ans, qu'on rénove en développant des petites STEP, parce que les grandes STEP, comme on les a autrefois à Grand Maison dans l'Isère, 1,8 gigawatts, on ne peut plus faire ça. Donc nous, on fait des petites unités, beaucoup plus acceptables. Et puis je développe aux États-Unis des grandes steppes dans l'Arizona, parce que là, il y a de la place à développer ce genre d'outils. Et moi, devant la PPE 3, je réagis positivement en me disant, voilà, on sauve quand même de la faillite un certain nombre de développeurs éoliens et photovoltaïques. Ça aurait été quand même dommage de perdre complètement cette C'est très attendu. Mais ça arrive au moment où, vous l'avez noté, ce rapport interne d'EDF, confidentiel mais qui l'est plus, qui dénonce une situation qui est, il faut bien le dire, aberrante pour les gens qui connaissent un peu ce domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à EDF de moduler, c'est-à-dire de gérer, d'absorber l'intermittence des énergies renouvelables avec les centrales nucléaires. Mais il n'y a pas un pays qui fait ça. Enfin, les centrales nucléaires, c'est pas fait pour ça. C'est comme si vous demandiez à un TGV de faire des manœuvres de triage dans une gare secondaire. Ça ne sert pas à ça. Oui. Et donc, on met en danger effectivement le parc nucléaire en faisant ça. Tous les pays qui ont développé des énergies renouvelables intermittentes massivement, comme l'Australie, la Chine, l'Inde et beaucoup de pays d'Asie en particulier, maintenant aussi les États-Unis, malgré Trump d'ailleurs, et qui continue à soutenir quand même le photovoltaïque parce que c'est rapide et pas cher et qu'il a besoin de beaucoup d'énergie, eh bien tous ces pays ont une stratégie stockage d'énergie qui repose en général sur 2 piliers, des batteries
pour le stockage jusqu'à 3-4 heures, et au-delà, des STEP, qui est cette technologie parfaitement connue, parfaitement prouvée. Et donc nous, on n'a absolument pas cette vision-là. Et nous poussons, nous, en particulier aux Antilles, sur un premier site en Martinique, sur lequel on travaille depuis 10 ans, sur lequel on a mis 8 ans à avoir juste le cadre régulatoire. Il y a eu 3 tentatives successives, la dernière a été la bonne, et là maintenant on se bat pour avoir un raccordement, et là il faut tout réinventer, c'est pareil, on nous propose des solutions de raccordement qui ne sont pas faites pour le stockage d'énergie, qui sont faites pour la génération d'énergie, donc il faut tout remettre à plat. Alors on nous propose des bacs à sable qui sont des tests qui durent 3 ans. Notre projet, il a besoin de visibilité sur au moins 30 ans, donc c'est juste impossible. Donc le cadre régulatoire, le cadre administratif est juste totalement inadapté et on n'a pas aujourd'hui de stratégie claire en matière de stockage. Donc plutôt de mettre 300 milliards dans les renouvelables et dans le fait de continuer à développer les énergies intermittentes qui vont continuer de forcer à faire absorber ces problèmes par les centrales nucléaires, on ferait mieux d'allouer une partie au stockage d'énergie, batterie STEP, qui est ce que font tous les pays qui ont un peu réfléchi à ces sujets. Les bases de la PPE 4 par Denis Père. Ah oui, non, mais si c'est la 4, on va avoir des problèmes. Patrick. Et Denis a la compétence d'entrepreneur qui convient dans ce domaine. Deux ou trois points. Le premier point, ça n'aura échappé à personne. Le nucléaire, c'est une énergie propre. Qui peut être un moyen de conserver une forme de souveraineté pour la France et pour l'Europe. Donc ça, c'est un premier point. Après avoir, il y a quelques années, dit on arrête des centrales, maintenant on redécouvre, et notamment des microcentrales. Oui. Ça, c'est le premier point. Et la confirmation de 6 centrales nucléaires, 6 EPR qui devront être construits. Le deuxième point, je ressens quand même une forme de pragmatisme. On en parle notamment sur le sujet des éoliennes, plutôt que de continuer à développer de nouveaux champs d'éoliennes, c'est de renforcer la puissance des champs existants. Oui. Et puis, c'est un vrai sujet politique aussi, qui est un sujet politique. Des populations. Et puis, le troisième point qui est très intéressant, enfin, on découvre qu'il faut rendre cohérent le niveau d'électrification du pays, à la fois personnes physiques et entreprises, avec le niveau de production d'électricité que l'on veut avoir. Et donc, il me semble que là, il y a une forme de pragmatisme et de réalisme qui est de dire, on va enclencher tout ça, mais dans le plan, c'est pas uniquement un plan, on va soutenir le nucléaire, on va soutenir les éoliennes, etc., mais c'est aussi, on va le faire en proportion de la montée en puissance, avec un programme important de soutien, la montée en puissance de l'électrification du pays. J'allais dire enfin, un peu de raison. Alors après, pour l'instant, ce sont des projets de parole. Plutôt positif. On va voir les réalités, mais enfin. Enfin, positif. On faut refaire l'histoire. Cette PPE, on attend depuis 3 ans presque. Ouais. Donc, et j'allais dire, ça raconte beaucoup de choses sur l'état du pays. C'est-à-dire, à la fois, c'est une bonne nouvelle que cette PPE arrive. On en verra quand même les détails dans les jours qui viennent. On peut rappeler pourquoi ça fait si longtemps qu'on l'attend, cette PPE. C'était sous la menace, c'est devenu un objet très politique. C'est un objet très, très politique. Et les gouvernements étaient sous la menace de censure à cause de cette PPE. On va dire les pro-nucléaires, les anti-ENR, enfin, peu importe, tous ces débats-là, mais qui n'ont pas, qui à la fin des comptes, la France avait un énorme atout au plan européen, c'était sa puissance électrique et son choix du nucléaire. Alors la remarque de Patrick est tout juste, c'est-à-dire qu'il y a eu un virage avant tout européen sur la reconnaissance, avec du lobby français très fort pour faire que le nucléaire change de case, on va dire, et soit vu comme une solution verte et non pas comme une solution à l'allemande où il s'agissait d'arrêter le parc nucléaire. Maintenant, cet avantage compétitif, il ne faut pas le perdre. C'est-à-dire que ce qu'on peut craindre sur cette PPE, c'est qu'elle ménage un petit peu tout le monde. C'est un peu la crainte qu'on peut avoir, c'est-à-dire à la fois de l'EPR, du renouvelable et tout ça, mais pour autant, elle ne fasse pas de la France un leader européen de l'énergie. Or, la France a un enjeu majeur, ne serait-ce que par sa capacité nucléaire, sa position aussi centrale dans le maillage européen. Denis connaît bien mieux que moi cette problématique. Puis j'allais dire, nos amis espagnols l'ont vécu, ce que c'est un réseau qui se fragilise et qui est pas bien géré. Or, la France a vraiment une structure comme sur la logistique, comme sur l'autoroutier, comme sur le ferroviaire, où ce pays peut devenir les Émirats arabes unis de l'électricité européenne. C'est un choix à faire. C'est un choix qui est porteur d'avenir, notamment avec le cloud, avec les gigafactories et autres, à la France de porter ce débat à la hauteur de ce qu'il mérite
on parle de centaines de milliards d'investissements. Denis Père, on a la capacité de devenir les Émirats Arabes Unis de l'électricité en Europe. Probablement. Enfin, on a des ingénieurs, on a des sites, on se maîtrise le nucléaire, donc effectivement, la relance de la filière, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut marcher sur deux jambes. On ne peut pas tout miser non plus sur le nucléaire. Je vous rappelle qu'on n'a pas d'uranium en Europe. Il faut l'importer de pays qui sont pour la plupart tous hostiles et sous le contrôle plus ou moins. Oui, ça ne garantit pas une souveraineté totale de notre énergie non plus. Une souveraineté totale. Et puis, on connaît les coûts et les délais aussi associés au nucléaire. Donc, pour gérer ce risque, effectivement, il faut aussi marcher sur une autre jambe, qui est une jambe renouvelable, mais maîtrisée, en faisant pas n'importe quoi, en mettant pas des éoliennes devant les maisons, effectivement, à 100 mètres, c'est complètement ridicule, et en capitalisant, effectivement, en particulier sur le potentiel photovoltaïque, très important dans le sud de la France, mais en ayant aussi, je l'ai dit tout à l'heure, une véritable stratégie stockage pour éviter les drames, comme ce qui s'est passé effectivement dans la péninsule ibérique au mois d'avril, où il y a eu un gigantesque blackout, parce qu'il y avait trop de photovoltaïque. Quand il y a trop de photovoltaïque, le réseau part en blackout, et on l'évite avec, entre autres, des steps, parce que les steps, ça amène de l'inertie, et ça évite effectivement les départs en blackout. Il y a quand même eu 5 morts, je vous rappelle, 5 morts clairement, directement identifiés suite au blackout, plus probablement beaucoup d'autres qu'on n'a pas identifiés. Bon, voilà pour la feuille de route. Bon. En tout cas, je vois que ça intéresse, le sujet énergétique, évidemment, sujet majeur, et donc le Cornu ne s'est pas tout à fait trompé dans... Bien sûr, et ça a été clairement exprimé. L'agenda. C'est un atout majeur de la France. Si on pouvait s'intéresser à nos atouts et les promouvoir, et notamment à l'égard des réglementations qui existent en Europe sur le prix de l'électricité, je pense que on est assez compétitif en Europe. Beaucoup de potentiel à notre pays et à nos entreprises.